On refait l'Euro. Pendant tout le mois de janvier, retrouvez toute l'équipe dont refait le H qui décryptera pour vous le championnat d'Europe de handball. Débats, résultats, statistiques, nous analyserons pour vous l'actualité de la compétition. Nous ferons également un focus complet sur la performance de chaque joueur nantais engagé dans la compétition. On vous fait confiance, ne manquez pas le rendez-vous, on refait l'Euro. Une fois par semaine, pendant toute la durée du tournoi, soyez là. Bonjour à tous et tout d'abord, nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux à l'occasion de cette nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle émission. Le temps de la trêve internationale, l'équipe dont refait le H se mue en On refait l'Euro. Alors messieurs, tout d'abord, mes meilleurs vœux. Bonne année à toi Polo, bonne année Yann et bonne année à vous tous les auditeurs. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis plein de victoires du HBC Nantes. Yann, mes meilleurs vœux. De même, soigne-toi bien, on entend la voix que c'est un peu compliqué ce soir. Effectivement. Meilleurs vœux Mickaël, meilleurs vœux à tous et en espérant avoir une belle année violette et jaune. Et puis bleu, blanc, rouge également. Au sommaire de cette première émission dont on refait l'Euro, nous reviendrons sur les matchs de Golden League de l'équipe de France et puis également sur la performance de Nicolas Tourna qui était dans le groupe. Ensuite, nous aborderons les groupes en présence avec nos pronostics. Nous reviendrons également sur les résultats du sondage. Enfin, dans un dernier point, nous évoquerons l'actualité du H. Messieurs, nous commençons tout de suite avec effectivement ce retour sur les matchs de Golden League et ce que vous en avez pensé. Comment est-ce que vous avez trouvé cette équipe de France ? À son niveau, contre la Serbie, elle a fait un très gros match, mais l'adversaire en face n'est plus la Serbie qu'on a connue il y a quelques années, qui était quand même d'un autre calibre. C'était quand même assez catastrophique. Mais ça a permis, je dirais, d'asseoir certaines certitudes et en même temps de poser beaucoup de questions. C'est-à-dire que nous, en tant que Nantais, on scrutait particulièrement la performance de Nicolas Tourna. Il n'a pas joué beaucoup, mais il met 2 buts. Parce que le peu qu'il a, il le fait bien. Ce qui a surpris, par contre, c'est son positionnement en défense. Voir Nico Tourna défendre à l'aile. Ça a beaucoup surpris. On va pas se le cacher, on s'attendait pas à le voir à ce poste-là. Alors, c'est pas la seule surprise, mais forcément, nous, on s'est focalisé là-dessus parce que c'est le joueur du H. Ça, plus que surprendre, ça questionne énormément. On a trouvé d'ailleurs qu'il avait pas ses repères, on le voyait. C'est normal, c'est pas juste parce qu'il occupe pas le poste habituellement, c'est quand on voit aussi le gabarit qu'il a et le gabarit des joueurs sur lesquels il est censé défendre. Ça devient tout de suite compliqué d'être aussi mobile que l'adversaire. Donc c'est encore un coup du sélectionneur national. Après, elle a le mérite d'essayer. Qu'il essaye en Golden League, c'est pas choquant, ça sert aussi à ça. Alors ça, je suis d'accord. Effectivement, on peut pas lui reprocher de faire des tests sur des matchs de préparation, même s'ils sont juste avant la compétition, de dire là j'ai essayé, ça a pas marché, je vais le remettre à son poste. Justement, les matchs de la Golden League, comme tu l'as dit, ils sont faits pour ça. Moi, alors il y a beaucoup de critiques sur Didier Dinard. Effectivement, il y a des choses qui interrogent. Mais moi, je suis pas choqué à outre mesure qu'il essaye des choses. À partir du moment où ses idées un petit peu farfelues, il les met de côté quand la compétition va commencer, ce que je souhaite. On aura la réponse en fin de semaine. Mais à partir du moment où, Didier Dinard oublie ces idées-là, qu'il les tente sur des matchs amicaux ou de préparation, ça me choque pas. Après, on aurait tous aimé voir Nico Tourna dans une position dans laquelle il est un peu plus à l'aise. Maintenant, en défense, on entend. En défense, en attaque, c'était bien. Voilà. Il finit avec 2 buts d'ailleurs. 2 buts, très peu de temps de jeu, mais le boulot qu'il a à faire, il le fait bien. Le match de la Serbie reste tout de même anecdotique. Il n'y avait pas d'adversaire en face. Non, clairement pas. La raclée qu'ils ont pris est complètement justifiée. Je sais pas d'ailleurs
quel est l'avenir de la Serbie, mais ça c'est une autre histoire. Mais... Bon, on va en parler un petit peu tout à l'heure quand on va évoquer la compétition, mais c'est vrai que... C'était beaucoup plus intéressant, c'est pour ça qu'on va pas s'éterniser sur ce match-là, parce qu'il est un peu sans intérêt quand même. C'est le match contre le Danemark, forcément. Beaucoup plus révélateur, du fait du palmarès de l'adversaire, de son niveau, même si il y avait quand même des absences. Il y avait quelques absences de grands joueurs, comme Loge Schmidt par exemple, mais ça reste que les 3/4 de l'effectif danois étaient quand même présents. Moi j'ai le regret de ne pas avoir vu Emil Nielsen du côté danois, mais on peut pas reprocher aussi son absence quand on voit la qualité des 2 gardiens présents. Hein. C'est Green et, non, c'était très solide. Et Niklas Landin. Donc, c'est gardien de classe mondiale. Donc voilà. Aujourd'hui, pour Emile, c'est un petit peu jeune. Il est un petit peu jeune. C'est ça. Mais le regret, c'est parce qu'il joue chez nous. Voilà, on a envie. Hein. Après, il n'y a rien d'illogique. Mais ce match-là, beaucoup plus révélateur pour l'équipe de France. Alors, on s'en est pas si mal sorti que ça. On perd d'un but. Mais est-ce que c'est vraiment révélateur ? Ça veut pas dire grand-chose peut-être là sur le point. Bon, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Non, parce qu'on peut le gagner, on peut faire match nul, on peut le gagner. Non, je dirais c'est plus compliqué parce ça se joue à rien, quoi, on va dire. Parce qu'ils sont quand même le Danemark est devant 75% du temps. Donc le gagner, ça aurait été un hold-up. Mais ça n'a pas été honteux, mais ça aurait été un petit hold-up. Par contre, aller accrocher le nul, c'était dans les cordes. Et puis ça reste un match de prépa, quoi. C'est-à-dire que mais ce que je veux dire, c'est vrai pour le Danemark et pour la France. C'est-à-dire que là, les 2 coachs n'ont pas eu envie non plus de dévoiler tout. Il y a des bonnes chances qu'on affronte le Danemark. C'est là où le bas blesse pour l'équipe de France, c'est que les 2 coachs n'ont peut-être pas voulu tout dévoiler. Mais alors, quand on regarde la tambouille d'Inard sur ce match-là, il a rien. C'est compliqué de savoir ce qu'il va pouvoir nous mettre en place parce que là, c'est clair qu'il a rien dévoilé. Il nous a refait Tourna donc en défense à l'aile. Mais c'est peut-être pas plus mal. Même Melvin Richardson dès le début demi-centre titulaire, le gars. Désolé pour lui, mais ça fait quand même 3 mois qu'il est inexistant, qu'il ne fait plus rien depuis. Il a été blessé, il a été pas mal blessé. Bien sûr, mais évidemment que ça vient de là, mais ça n'empêche que depuis 3 mois, il fait rien. Son début de rencontre est quand même loin d'être performant. Justement là-dessus, est-ce que... demi-centre, c'est un poste où il a déjà fait jouer Richardson à ce poste-là dans d'autres compétitions. Sauf que là, il est... Et par rapport à l'expérience et à la forme du moment, est-ce que Nicolas Clerc aurait peut-être pas mérité de venir peut-être plus commencer ce match, se mettre en jambe, et puis après, suivant l'évolution du match, de voir si Melvin pouvait... Nico Clerc, j'ai laissé tomber en équipe de France. Quand il joue, il prend pas sa chance. Et maintenant, en fait, depuis 2 compétitions ou 3 compétitions, en fait, le gars doit porter les sacs de ses copains ou bien faire du tourisme parce qu'en fait il joue jamais et ça regret parce que j'aimerais le voir enquiller des minutes parce que il aurait pu apporter quelque chose. Bon, il faudra qu'il se lâche, mais là, il joue 7 pauvres minutes ou un truc comme ça sur le premier match. Il n'enlève même pas le survêtement contre le Danemark. Au bout d'un moment, même pour lui. Froid. Ouais, non, mais même pour lui. Non, mais je crois que la situation, elle est claire. Elle est claire pour Nico Clerc. Et malheureusement pour lui, c'est que aujourd'hui, il est convoqué en équipe de France, mais il n'est pas un réel joueur de l'équipe de France parce que Didier Dinard ne compte qu'à moitié sur lui. On le voit bien, il est là. Si jamais il y a un problème, oui, mais ce que je regrette, c'est pour le faire entrer, mais ça fait un moment que c'est le cas pour Nicolas Clerc. Et pour moi, le fait qu'il continue à venir, c'est qu'il a pris pour content ce statut. Et en se disant peut-être qu'un jour il aura un peu plus sa chance, mais non, mais moi je ne blâme pas Nicolas Clerc. Que lui vienne, c'est ça. En plus, ça garnit son palmarès. Même s'il joue pas, il est dans le groupe, donc il a un palmarès. Hein. Mais moi, la personne que je blâme, c'est Didier Dinard. Je suis désolé, Didier Dinard tient un discours dans la presse en disant ouais, les jeunes, gna gna gna, on les prend pas, y a pas la relève, gna gna gna, je sais pas quoi. Il prend des mecs qui ont 32 balais pour quoi ? Pour porter les serviettes des mecs et nettoyer le parquet ou prendre des photos des monuments quand ils traversent les différentes villes. Je suis désolé, si c'est pour mettre un gars qui a 32 ans et qui va pas jouer ou qui joue ou qui va pas jouer, parce que c'est le cas, il a pas du tout joué. Il aurait pu appeler l'un ou 3. Qu'il appelle Emmerich Min, nous non. Mais pour prendre des photos. Emmerich Min. Les jeunes pour lui sont en manque d'expérience internationale. Mais appelle Emmerich Min et fais-le vivre dans le groupe de l'équipe de France, côtoyer le haut niveau, ne serait-ce qu'à l'entraînement, l'atmosphère. Et là, tu vas les avoir tes jeunes bordels qui vont un peu goûter à ce haut niveau. Je si reviens. C'est pour prendre des vieux.
Je reviens sur ce que tu dis, Yann, effectivement, sur la compétition, et même sur des compétitions comme ça, si c'est pour avoir des joueurs qui restent sur le banc une grosse partie de la compétition, ou qu'on fait jouer comme ça épisodiquement sur chaque match, effectivement, pourquoi on ne fait même pas jouer. Voilà, mais pourquoi ne fait-on pas confiance à des jeunes pousses qui demandent que ça, qui ont de l'envie, et qui seront la relève de l'équipe future. On est d'accord. Et en fait, c'est ça, pourquoi les mettre des joueurs qui, effectivement, qui n'arrivent pas sur la fin de leur carrière, mais qui n'auront pas une grande carrière en équipe de France, et alors que cette jeune génération, elle attend que ça, et il faut la préparer à des échanges comme ça, de niveau international, parce que cette expérience internationale, on l'a vu avec d'autres joueurs comme Nikola Karabatic, ils ont appris très jeunes, ils sont rentrés dans le bain très tôt, et c'est ça qui leur a donné une confiance et une maîtrise des grands matchs. Si c'était la seule incohérence de Didier Dinard, ça se saurait. J'aime beaucoup Michael Guigou pour tout ce qu'il a apporté, mais au bout d'un moment, faut arrêter 5 minutes. Il y a son remplaçant à Montpellier, Hugo Descat, est largement au-dessus actuellement en termes de niveau de jeu. Il a une petite expérience internationale puisqu'il avait été appelé. Je crois qu'il a qu'une sélection à l'époque. Il doit pas en avoir beaucoup. Non, il doit avoir une sélection si j'ai bonne mémoire, ou 2 ou 3, mais c'est vraiment pas beaucoup. Appelez-le et vous avez déjà Gréby qui peut jouer à l'aile. Vous avez Voilà, et à un moment donné, faut pas se plaindre de pas avoir de relève. Quand tu n'intègres aujourd'hui, pas... la logique de Dinard, on l'a compris maintenant. La logique est d'amener le plus loin possible les cadres qui ont fait l'âge d'or du handball français, dont Guigou fait partie, dont Nico Karabatic fait partie, Sorindo et d'autres, de les amener jusqu'au JO de 2020. Et après, la page va se tourner. Est-ce qu'on peut blâmer Dinard de faire ça ? Alors, tous tes arguments sont vrais. Maintenant, les résultats depuis qu'il est là ne sont pas dégueulasses. Il a un titre de champion du monde et 2 troisième places. Ouais, alors c'est pas honteux. Les 2 troisième places, je lui accorde, parce que c'est vraiment lui. Le titre de champion du monde, il prend juste la relève de Nesta et en fait le groupe s'autogère à ce moment-là. D'accord. Il juste arriver. C'est quand même lui le sélectionneur à ce moment-là. On aurait mis Polo, on aurait été champion du monde aussi. D'ailleurs, je trouve que c'est toujours une erreur de ne pas l'avoir fait. Parce que... J'en suis un peu moins convaincu, mais en tout cas, il a ce titre, il lui appartient, il a les 2 troisième places derrière, donc il a des résultats. Alors sa méthode, elle est critiquable. Moi aussi, je préférais voir des jeunes. Moi aussi, j'avoue, j'en ai un petit peu marre de voir Sorindo. C'est pas voir des jeunes. C'est pas ça qui en fait j'attends. C'est que j'attends que le discours qu'il tient soit en cohérence avec ce qu'il met en pratique sur le terrain. Tu peux pas dire qu'à un moment donné, t'as des jeunes que t'appelles pas de jeunes parce qu'ils ont pas d'expérience. Si tu leur donnes pas cette expérience-là, ils risquent pas de l'acquérir. On dit la même chose. Oui, ils conservent les anciens. Alors après. Il y en a beaucoup qui disent que c'est du copinage parce qu'il a été en équipe de France avec la plupart d'eux, en tout cas les gars que j'ai cités. Moi je pense aussi il y a un petit peu un respect. Ces gars-là, ils ont vraiment fait l'âge d'or du handball. Ils ont porté le hand à un niveau comme probablement... C'est pas ce que je souhaite, mais probablement on n'y retournera jamais. Enchaîner autant de victoires dans des grandes compétitions, c'est juste incroyable. Et donc... Ces gars-là ont acquis un tel statut qu'ils partiront d'eux-mêmes. Et au meilleur, s'il avait voulu rester, je suis convaincu qu'il sera encore appelé. Et idem pour Narcisse. Donc voilà. Aujourd'hui, on en est là. Il y a des joueurs qui ont des carrières monstrueuses avec des titres à plus savoir où les mettre. Et on va les garder jusqu'à temps qu'ils aient envie de partir. Et je pense que ça sera au JO de 2020. Je suis complètement d'accord avec toi. Et oui, juste termine. C'est un petit peu gênant pour des jeunes joueurs qui pourraient déjà acquérir de l'expérience. Je pense à Emmerich Min qui aurait tout à fait eu sa place dans ce groupe et d'autres. Voilà, c'est un petit peu gênant, mais c'est comme ça. Il appelle des jeunes joueurs quand même. Parce et il y en a quelques-uns. Mais il les appelle en fait sur des postes où tu sais que tu prends pas de risque parce qu'il n'y a pas grand monde. Quand il appelle Imprandi au poste d'arrière gauche, c'était où il y avait un trou, il y avait personne. C'était Nguessan, c'était il y a pas personne, mais il y a meilleur. Là, il y a vraiment. Tu prends pas de risque à prendre Imprandi. Dans le pire des cas, il faisait pas mieux que Nguessan, et Nguessan restait. Là, il est bien meilleur. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit juste avant. Pardon. J'ajouterais seulement aussi, c'est pas simplement que les gars ont un palmarès. C'est que quand toi, en tant que coach, t'es pas forcément... Parce que je suis persuadé qu'il a des doutes. Quand t'as des doutes, prendre des gars aussi comme Karabatic, comme Guigou, comme Abalo, tu pars avec des certitudes.
Alors ouais, les mecs, ils sont peut-être sur la pente descendante, ils sont plus proches de la fin de carrière que du début de carrière, mais tu pars avec des certitudes. Donc en prenant ces mecs-là, il part avec des certitudes. Beaucoup plus que s'il avait appelé Emmerich Min, par exemple. Ah oui, c'est sûr. Et ça me fait penser, en fait, à l'époque, Jacques Santini, sélectionneur de l'équipe de France de football, quand on fait l'Euro, ça va être 2004, oui c'est ça, quand on se fait sortir par la Grèce, il appelle en fait les deux Sailly, les compagnies et tout, qui sont cramés, bien sûr, bouillis, bien finis. Alors c'est pas le cas. C'est plus au mérite de ce qu'ils ont français, fait que pour leur performance à l'époque. Et c'était aussi parce que tu avais des certitudes sur ces mecs-là. Tu savais que tu mettais de Sailly, bon, sauf que là il a pris le bouillon parce qu'il était trop vieux, mais tu savais quand même avec qui tu parlais. T'aurais pris un petit jeune, c'était plus compliqué. Bon bah là pour moi il y a de ça aussi, c'est qu'en prenant des joueurs, des valeurs sûres entre guillemets, tu pars avec des certitudes. Alors ouais, ça peut en emmerder certains, moi le premier, parce que j'aime un peu le renouveau et je crache pas sur ce que les gars ont fait, hein, mais j'aime un peu le renouveau et surtout, comme je disais, c'est entraîner, c'est prévenir, c'est guérir. Bah, penser à l'avenir et pas simplement à la compétition prochaine, quoi. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver Fanny avec pas mal de vieux qui, entre guillemets, hein, de seniors qui vont prendre leur retraite et plein de jeunes qui vont arriver d'un coup. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'équipe de France va avoir un coup de mou. Oui, ça c'est effectivement le risque, tout à fait. Après les JO, là, quand il y en a, je suis convaincu qu'il y en a beaucoup qui vont tourner la page, et même Karabatic, même s'il est pas trop vieux, je suis assez convaincu surtout si ça marche bien au JO pour les Bleus, ce que j'espère. Évidemment, ouais, si là il y a 4-5 joueurs parmi tous ceux qu'on a cités qui sont plus internationaux, et que tous ceux-là sont remplacés par des jeunes, il y a des chances qu'on ait le temps que l'expérience s'acquiert et qu'on ait des contre-performances sur des compétitions à venir. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Est-ce que vous voulez faire un point comme ça sur la liste finale de Didier Dinard qu'on a connue ce matin? Oui, alors, au poste des gardiens, Didier Dinard retient Yann Genty, Wesley Pardin et Vincent Gérard. Au niveau des ailiers gauche, il retient Mathieu Grébille et Mickaël Guigou. Là, tu en parlais, Yann, juste avant. Au poste d'arrière gauche, tu l'évoquais également, il n'y a qu'un seul nom, c'est Elohim Prandi. On a après ensuite une liste un petit peu bâtarde, c'est pas mauvais comme terme, mais voilà, de demi-centre arrière gauche, on sait pas trop, avec Nicolas Karabatic et Romain Lagarde. Un seul joueur au poste de demi-centre vraiment, qui est Melvin Richardson. Au poste de pivot, on a 3 joueurs, Ludovic Fabregas, Cédric Sorando et Nicolas Tourna du HBC Nantes. Enfin, au poste d'arrière droit, Adrien Dipanda et Dikamem, ainsi que Nedim Remili. Et au poste d'ailier droit, nous avons 2 joueurs, Lucas Ballot et Valentin Porte. Ta liste est bien, mais au poste de demi-centre, il manque Nicolas Clerc quand même. On va pas lui enlever ça. Oui. Voilà. Ils l'ont oublié dans la liste. Comme Didier Dinard, en fait. Oui. Mais oui, c'est la liste des 18 qui sont là pour la Golden League. Normalement, on devait partir à 16, ce qui avait été annoncé par Didier Dinard lui-même. Il devait communiquer ce matin à la maison du handball la liste des 16 partants pour l'Euro 2020. Finalement, il emmène tout le monde, mais sa justification, c'est qu'il va trancher la veille du premier match pour en conserver que 16. Alors, en fait, il va être obligé parce qu'il peut en mettre que 16 sur la feuille. Par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est les 2 donc qui ne seront pas sur la feuille. J'espère qu'il va avoir au moins qu'il va les garder en Norvège, qui seront dans les tribunes et qui va les garder au sein du groupe et qui va pas les renvoyer à la maison. Parce que si c'est pour les amener jusqu'à vendredi, le jour du match, et pour leur dire vendredi, les gars, les 2 vous repartez, il fallait trancher maintenant. Je veux dire, il y a un moment, il est sélectionneur, son rôle principal c'est de faire des choix, et les choix il fallait les faire maintenant. Donc qui partent à 18 pour en garder 2 en réserve, sachant qu'on peut faire des changements au cours de la compétition. Il peut y avoir un blessé. Voilà, en cas d'un blessé. Moi, ça me dérange pas, mais par contre, j'espère qu'il les garde jusqu'au bout et qu'il les renvoie pas à la maison vendredi, parce que là, je trouve ça dégueulasse. Et ce que tu viens de dire, c'est là où j'ai mon interrogation. C'est que sur les 18, ils vont conserver que 16. On sait très bien qu'il y a un gardien qui va être dedans. C'est sûr. Donc ce sera soit Gentil, soit Pardin, puisque pour Gérard, quel que soit ses dernières performances, il part en numéro 1, et c'est logique là-dessus, je blâme pas. Même si Pardin a fait un excellent match de préparation. Oui, mais c'est pas sur un match non, un mec. Donc oui, ça se jouera entre les 2. Après, il est coutume de dire que ça va être Nicolas Clerc, parce que c'est ça, qui serait le 17ème.
Moi, ce qui me gêne un peu plus, c'est que il y a le cas. Alors, forcément, nous, ça nous touche puisqu'on est nantais. C'est le cas de Nicolas Tourna qui part dans le groupe, mais on sait très bien que si Luka Karabatic est comme la même chose qui s'est passée avec Nicolas Karabatic sur la dernière compétition en janvier dernier, c'est si Luka Karabatic revient, parce que sa reprise est prévue le 10, donc le jour du premier match de l'équipe de France, et s'il est à 100% de ses moyens, on sait très bien qu'il va intégrer l'équipe de France et que Nicolas Tourna va être éjecté. Comme ça avait été le cas avec Nicolas Clerc. Dinard l'a évoqué dans son interview de ce matin. Il a dit que si il se donnait le droit d'intégrer Luka Karabatic si il était en pleine possession de ses moyens. Alors à mon sens, il l'intégrera s'il doit l'intégrer à la fin du premier tour, où il y a le droit de faire des changements dans le groupe. Comme il avait fait avec Nicolas Clerc. Exactement comme il avait fait avec Nicolas Clerc, et pour intégrer Nicolas Karabatic. Donc effectivement, il a laissé cette porte ouverte, il la laisse d'ailleurs depuis quelques temps. J'espère pour Nico Tourna que ça sera pas le cas, mais on verra. Moi non plus, parce que moralement c'est destructeur, un truc pareil, faut arrêter quoi. Non, puis très très honnêtement, prendre un Luka Karabatic qui revient de blessure, qui a pas joué depuis longtemps, qui a pas fait la prépa, à la place d'un Nico Tourna qui est quand même, il sort d'une première partie de saison énorme, qui a fait toute la prépa, ça serait un sacré manque de respect envers Nico Tourna quand même. Merde. Oui, puis qui a déjà joué contre des très fortes équipes européennes et qui a prouvé sa valeur contre des très grands joueurs, donc c'est aussi faire confiance à la formation. Au-delà de ça, je veux dire, qu'on vienne pas m'expliquer que Luka Karabatic il sera à 100% alors qu'il revient d'un mois de blessure. Mais comme si Nicolas Karabatic n'avait pas été à 100%, c'était normal. Exactement. Mais par contre, je pense que voilà, il y avait quand même une différence entre Nicolas Karabatic et Nicolas Clerc à l'époque. Là, déjà pour moi, quand tu mets les deux à 100%. Franchement, ça se tient entre Tourna et Luka Karabatic. Je mettrais même Tourna devant, personnellement. Tourna est bien meilleur. Faire rentrer Karabatic dans le groupe alors qu'il revient de blessure à la place de Nico Tourna, franchement, je l'aurais moyen. Oui, d'accord. C'est ce qu'on avait reproché, alors, dans un autre sport, à un autre moment, à Aimé Jacquet d'avoir fait rentrer dans le groupe du Christophe Dugarry pour faire plaisir à Zinedine Zidane. Est-ce qu'on peut penser qu'à un moment donné, comme ça, un sélectionneur, il peut prendre un joueur pour faire plaisir à un joueur? Non, c'est pas le cas. Le niveau de Luka Karabatic, Dugarry, c'est... Puis je m'en fous du Dugarry. Non, mais sans parler du Dugarry, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un sélectionneur choisirait un joueur pour faire plaisir au groupe c'est se mettre en péril. Et puis Luka Karabatic n'a plus rien à prouver quant à son niveau et à sa valeur. C'est un très grand joueur, un très grand pivot. Sauf que là, le seul problème, c'est qu'il revient de blessure, c'est tout. C'est pas, on remet pas le niveau de Luka Karabatic. C'est la forme du moment aussi, un Euro. Il y a une question de chance aussi d'être prêt au moment où on a besoin de. Il y a un niveau. En fait, pour moi, à la limite, si Luka Karabatic devait rentrer, ça sera à la place de Sorano. C'est ça. Si Luka Karabatic. Ça serait jamais à la place de Nico Tourna. Si on prend les meilleurs joueurs, à la rigueur, si vous voulez faire rentrer Karabatic dans les 3 pivots, parce que 4 pivots, ça fait quand même beaucoup pour une compétition, c'est à la place de Sorano. Mais on sait très bien, pour toutes les raisons qu'on a dit avant, que Sorano partira pas, parce qu'en plus c'est le capitaine. Mais jamais Nico Tourna doit laisser sa place sur le niveau auquel il est en ce moment. On est d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour comme ça de l'équipe de France? Est-ce que 3 gardiens, ça vous paraît aussi logique, ou est-ce que 2 gardiens, ça va pas suffire? Il n'y en aura que 2. Après, on sait déjà les 2, non? Non, parce que Yann Gentil, il a quand même sa place, même s'il n'a pas trop joué. Alors Yann Gentil fait un excellent match contre la Serbie. Pardin lui renvoie l'appareil en faisant un excellent match contre le Danemark. En deuxième mi-temps, oui. La grande différence, c'est que Pardin est excellent depuis le début de saison. Yann Gentil doit sa sélection dans le groupe à ses performances de la saison dernière. Parce que Yann Gentil est clairement dedans avec Chambéry depuis le début de saison. Et si on prenait simplement les performances depuis le début de la Lidl Star League cette année et jusqu'à là, le début de la compétition de l'Euro, il n'a rien à y faire. Voilà, il est même plus titulaire. C'est Julien Meyer qui est titulaire à ça tourne pas mal quand même. Ça tourne, mais Julien Meyer a des bien meilleures stats et bien meilleures performances avec Chambéry. Il est meilleur. Le moment gênant, il fallait bien que ça arrive. ça nous avait manqué. Et donc oui, mais moi pour mon... Après, je suis pas sélectionneur, hein, mais moi, ce serait Gérard Pardin, oui, logiquement. Ouais. Je suis assez d'accord avec Yann. Pour moi, Pardin tient la corde pour le poste de numéro 2, au vu de sa première partie de saison avec Aix et au vu de ses performances récentes avec
avec l'équipe de France. Maintenant, Gentil est un joueur que j'apprécie beaucoup, un personnage que j'apprécie beaucoup, et pour récompenser sa carrière, j'aimerais qu'il ait accès à une grande compétition internationale avec les Bleus. Mais là, c'est plus de l'affect. Si on se base purement sur du sportif, aujourd'hui, pour moi, Pardin est au-dessus et mériterait sa sélection. Bon, les gardiens, c'est fait. En ailier gauche, on l'a un peu évoqué déjà. Enfin, donc Mathieu Gréby de Montpellier et Michael Guigou. Michael Guigou, est-ce que c'est par rapport à son palmarès, son histoire? Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vraiment par rapport à l'impact qu'il a sur le groupe, quoi. Un seul arrière gauche, Elohim Prandi. Est-ce qu'il y avait une doublure aussi? Wayar Romain Lagarde, qui est là, c'est pareil. Alors, on l'a cité tout à l'heure, mais il est là. On l'a cité ici, mais parce que du coup, ils ont créé une catégorie bizarre là, en mettant arrière gauche, demi-centre, effectivement, mais. Pour le coup, voilà. Et puis, Nicolas Karabatic qui peut aussi plus évoluer, même demi-centre. La sélection est pas honteuse. Non, mais pour moi, Karabatic va vraiment se concentrer sur le poste de demi-centre. De demi-centre, je pense qui est un poste aujourd'hui qui l'implique moins physiquement, parce que clairement, physiquement, il commence à traîner un petit peu la patte quand même. Un petit peu. Mais il a pris beaucoup de coups dans la gueule quand même dans sa carrière. C'est quand même un seul qu'on prend le plus aussi. Clairement. Donc, je pense qu'il va laisser Prandi et Lagarde sur le poste d'arrière gauche, même si lui il va y aller de temps en temps, mais lui il va se concentrer sur le poste de il a joué arrière gauche. Non, il va toujours y jouer un peu. Il va arrière gauche, et comme Richardson, en espérant que, parce qu'il sera dans le groupe, Richardson. Oui, bien sûr. Mais qu'il élève son niveau. Attention, il peut pas difficilement le diminuer. Et que actuellement, Claire, j'en reparle pas. Non, mais en ce moment, mais il va monter en puissance, Richardson. On sait que c'est un super joueur. Là, il revient. Je pense qu'il n'y a pas que la blessure, il y a un manque de confiance parce que ses performances sont pas bonnes depuis le début, depuis le retour de sa blessure. Je pense qu'il y a clairement un manque de confiance. Après, c'est un très jeune joueur. C'est ça. Mais il faut qu'il lâche. Quand on voit un Elohim Prandi, je pense que le manque de confiance, il connaît pas lui en fait. Non, il a pas l'air de connaître effectivement. Mais c'est extraordinaire ce genre. Moi, j'adore ce mec. Les pivots, on en a un petit peu parlé. Ludovic Fabregas, Cédric Sorando, Nicolas Tourna évidemment. Ouais, on vient d'en parler avant. Bon. Il y a une logique aussi, Fabregas. Sorando, ce que tu disais, il est capitaine, mais effectivement. S'il y avait pour Fabregas, c'est sûrement l'un des tout meilleurs pivots du monde. Il est absolument exceptionnel. Donc, en plus, à un âge, il est super jeune, quoi. Fabregas, c'est complètement ouf, ce gars-là. Après, Sorando, j'en ai parlé. Et puis Tournant, on en a largement parlé. Les arrières droits, Adrien Dipanda, Dikamem, Nedim Remidi. Là aussi, pas de surprise. Non, malheureusement non, je dirais moi. C'est ce que dit quand même Remidi, oui, ça y a rien à dire. Même si Remidi revient aussi de blessure, donc. Mais il revient bien. Mais c'est un des tout meilleurs arrière droit au monde, il est extraordinaire, le meilleur. Donc rien à dire. Dipanda, on a besoin d'un bourrin pour distribuer des bourre-pifs en défense. Il y en a un dans chaque équipe, c'est le nôtre. On l'a vu contre le Danemark, il s'est complètement enrhumé sur le dernier but danois où c'est pas un vent qu'il a pris mais un ouragan en pleine poire. Si le mec vient pour ne faire que de la défense quand on attaque, de toute façon il apporte rien. Fais-la quoi, parce que là en fait ça fait un moment en fait que tu mets même plus de bourre-pif, qu'on ne voit plus. Pour moi, il a intérêt de bon parce qu'en sélectionneur, il y a quand même un maître de la défense. Mais après, c'est un bourrin aussi, donc c'est. Non. Un bourrin qui a eu des résultats quand même. Non, mais c'est un excellent défenseur, Dinard, mais c'était un bourrin. Pas se mentir. Dipanda, c'est un. Petite claque, ça n'a jamais fait de mal. Il n'a rien à faire là, faut arrêter 5 minutes. Bon. C'est fait pour le cadrien d'Ipanda. Et enfin, les ailiers droits, Lucas Ballot, Valentin Porte. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas de débat non plus. Non, sachant que Porte, il est aussi un excellent arrière-droit. Ouais, un des tout meilleurs. Il joue beaucoup à ce poste-là à Montpellier. Bon, il est aussi beaucoup utilisé au poste d'ailier en équipe de France. C'est un joueur qui est très complet. Et très polyvalent, quoi. Oui, très polyvalent. Et le dernier, il y a Ballot. Ballot, il est un peu en fin de carrière. Mais c'est bien qu'il soit là. C'est un joueur qui est spectaculaire et que j'aime bien. Donc. Bon, on va passer maintenant à la présentation des groupes. Est-ce que vous les avez en tête? Est-ce que vous voulez qu'on vous les rappelle, messieurs? Je les ai devant les yeux si vous voulez. Vas-y, je t'en prie, Mika. Donc le premier groupe, c'est donc, le groupe A. Il y aura la Croatie, la Biélorussie, le Monténégro et la Serbie.
Voilà pour le groupe A. Dans le groupe B, nous aurons donc Alors là, la République tchèque. Ah, tu veux les enchaîner? Je voulais qu'on les fasse tous. On les fait tous, ok, On les fait vas-y. tous. Donc, dans le groupe B, la République tchèque, la Macédoine, l'Autriche et l'Ukraine. Le groupe C, l'Espagne, l'Allemagne, la Lettonie et les Pays-Bas. Dans le groupe D, la France, évidemment, futur vainqueur du tournoi, la Norvège, le Portugal et la Bosnie-Herzégovine. Oui, j'ai du mal sur Herzégovine, Bosnie-Herzégovine, c'est mieux Voilà. comme ça. Le groupe E, le Danemark, la Hongrie, l'Islande et la Russie. Oui, un groupe relevé quand même, le groupe E aussi. Un groupe très intéressant. Ouais. Et enfin, le groupe F, avec la Suède, la Slovénie, la Suisse et la Pologne. Qu'est-ce qu'on espère comme ça de ces groupes? Est-ce que vous voyez déjà les deux favoris de chaque groupe remonter? Est-ce que c'est évident pour vous? Ou est-ce qu'il y a des groupes où c'est incertain? Il y a des groupes où vous dites quand même ça va être plus compliqué. Oui, il y a effectivement des deux en fonction des groupes. Bon, je pense qu'on va commencer par le premier groupe, qui est le groupe de Yann, en fait. C'est ça. Croatie, Serbie, Monténégro. Tu te sens un peu à la maison, Yann, ou dans le groupe A? Il y a la Biélorussie, hormis la Biélorussie. je sais pas ce qu'ils font là. Hormis la Biélorussie, mais sinon, tu te sens un peu à la maison, là. Ah ouais, c'est mon gros favori. On va faire du tourisme familial pendant une semaine. C'est un groupe qui est quand même assez déséquilibré, on va pas se mentir. On pensait la Serbie à un autre niveau. En tout cas, moi, je pensais la Serbie à un autre niveau, et c'est vrai que ça décline d'année en année. La Croatie, pareil, qui est forcément l'équipe que je soutiens, mon équipe de cœur, mais qui elle aussi a considérablement baissé de niveau, mais c'est quand même bien au-dessus des trois autres équipes, Biélorussie, Monténégro, Serbie. Et Monténégro, c'est quand même pas une grosse équipe sur l'échiquier international. Ils sont Même pas s'il y a nombreux. Même s'il y a quelques bons joueurs. La Biélorussie, pareil, il y a quelques très bons joueurs. Mais sinon, oui, je pense que la Croatie est largement favorite si elle est sérieuse. Ouais, c'est ça. C'est souvent le problème avec la Croatie. Ils sont pas trop faciles, quoi. Et c'est même, je dirais, un peu souvent ça dans les équipes qui nous viennent des Balkans. Il y a souvent des joueurs qui sont techniquement relativement au-dessus du lot, mais par contre, là où ça pêche, ça va être sur le sérieux sur les matchs, ça va être sur l'aspect tactique des fois qui va être mis de côté, et ça peut vraiment leur jouer des tours. Moi, je me souviens de la Croatie l'année dernière au Mondial, ils perdent un match contre le Brésil qui doit jamais perdre et qui leur coûte super cher pour le reste de la compétition. Ce qui coûte cher, il y a ce match-là, c'est évident, mais il y a aussi le match contre l'Allemagne, quoi. Où là, ils le jouent sérieusement. Ouais, mais ils sont enculés. Voilà. Ils se font avoir par l'arbitre. Voilà. On embrasse tous les arbitres qui nous écoutent. Mais là, ouais, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, mais ce match-là, que le match du Brésil, le Brésil, ils peuvent s'en vouloir. Ouais, mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que ils sont capables de passer au travers de certains matchs, alors que ils sont au-dessus du lot. Mais c'est très identitaire. Parler pour ma paroisse, prêcher pour ma paroisse, pardon, c'est très identitaire. En foot, on l'a vu très longtemps pour l'équipe de Croatie, où c'est l'équipe qui sortait de sa poule haut la main en pratiquant le meilleur football et qui se faisait éliminer dès que c'était des tours à élimination directe, à part sur la dernière Coupe du Monde où ils vont jusqu'en finale. C'est très généralement le cas pour les pays des Balkans. Ça joue bien, il y a de la fantaisie, mais dès qu'il faut être un peu sérieux, ça devient compliqué. Là, je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas sérieux, puisque un Croatie-Serbie, ça a bien donné quand même. Croatie-Monténégro passera mieux que Monténégro-Serbie. On a des rapports un peu plus sympas avec eux. Mais ça va être compliqué, ouais. Il manquait plus que la Slovénie et puis ou la Bosnie, ou la Bosnie dedans, ça aurait été. La Bosnie-Herzégovine. Voilà. Je pense que là, les trois vont être très sérieux, puisqu'il y a des rivalités historiques entre les trois pays. Une histoire de fierté dans ce groupe. Ouais, très clairement. Ouais. On va enchaîner sur le groupe B, du coup, République tchèque, Macédoine, Autriche. Non, Mika, pardon. Juste nos pronostics pour le groupe A. Tout à fait. Les pronos. Moi, je mettrais la Croatie sans surprise et la Biélorussie en 2. Ouais, moi aussi, très clairement. Moi, j'aurais envie de vous suivre, mais je vais quand même mettre
Non, je vais quand même être la même chose que vous. Ouais, Tout ça pour ça. J'avais envie de prendre un risque, mais non, je vais attendre les autres. Quand t'as relu Monténégro-Serbie, que t'as repensé la performance de la Serbie. Tu te souviens de la Serbie, tu dis non, ça va pas être Je me suis dit, possible. non, on va peut-être pas tenter le pari sur ce groupe-là. Ouais. Non, effectivement. Le groupe B, effectivement, donc République tchèque, Macédoine, Autriche, Ukraine. Bon, là aussi, alors moi je vois pas une grosse performance de l'Autriche et de l'Ukraine, mais bon. Bah après, l'Autriche est à domicile. L'Autriche a affronté pas mal de bonnes équipes en préparation, comme l'Espagne, la Norvège qui était déjà qualifiée, qui avait pas de qualif, et donc ils ont fait un petit tournoi entre eux. Ce qui alors ils ont pas forcément gagné beaucoup de matchs, même s'ils en ont pris un contre l'Espagne, mais ça leur a permis vraiment de se préparer sur des matchs face à des équipes de haut niveau. Ils seront chez eux, donc poussés par leur public. Et puis la poule, elle est pas ouf, quoi. Alors, c'est quand même une poule hyper faible. la Macédoine, il y a des joueurs qui sont pas mal, dont le capitaine, notre Kirill Lazarov, mais c'est pas complètement dingue. Moi, je vois la Macédoine un peu favorite de cette poule, mais ils ont intérêt d'être sérieux parce que sinon, ils peuvent très bien passer à la trappe. C'est surtout pour ça que je voulais voir passer la Macédoine, c'est surtout pour Kirill. Voilà, et puis, mais par contre, derrière, l'Autriche, pour moi, ils peuvent largement rivaliser avec la République tchèque, qui est quand même pas dingue, et l'Ukraine, qui est, selon moi, l'équipe la plus faible du tournoi. C'est ça. Donc, pour moi, l'Autriche, ils ont les moyens de passer. Après, les Tchèques, j'ai le souvenir qu'il y a 2 ans, ils avaient fait un super Euro, ils avaient fini 6e, ils m'avaient vraiment enthousiasmé dans le jeu, et l'année dernière, ils ne sont pas qualifiés pour le mondial. Alors, c'est vraiment la preuve, c'est ce qu'on disait un petit peu sur les équipes des Balkans, capables du meilleur comme du pire. La République tchèque, c'est pas... je veux dire, Europe de l'Est, bon... Bref. Une émission spéciale géo, mais... Voilà. Non, mais après, les Tchèques, les Slovaques, quoi. Pour aller dans ton sens, est-ce qu'après être passé à côté sur la compétition précédente, est-ce qu'ils n'ont pas fait appel à de nouveaux joueurs pour essayer Non, mais les joueurs sont restés, j'ai regardé, on retrouve un peu les mêmes. Et c'est que le niveau de jeu est pas très élevé, qu'ils avaient surtout... ultra performé il y a 2 ans. Ultra performé, ouais. Mais bon, s'ils sont dans une bonne compétition, ils peuvent largement aussi sortir du groupe, les Tchèques. Donc, le groupe est tellement faible que, à part la Macédoine, qui n'est pas non plus une grande nation maintenant, ça n'a jamais été une très grande nation, mais ils ont fait des belles perfs au mondial en France, hein, ils n'avaient pas été dégueux. Ouais, ils ont souvent quelques perfs intéressantes, mais là... c'est un tout petit pays, voilà. Mais pour moi, ils sont au-dessus. Après, le reste... Ça nous emmène tout droit vers les pronostics de ce groupe B, messieurs. Macédoine, République tchèque. Bon, je crois que c'est les... Moi, je mettrais Macédoine-Autriche. Je pense que l'Autriche, poussée par son public, va réussir à se qualifier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la deuxième poule, derrière la poule principale, sera également en Autriche. Donc, il y a une grosse motivation. Alors, évidemment, en poule principale, ils n'auront pas la moindre chance de se qualifier. Mais il y a quand même une grosse motive pour aller jouer cette poule principale. Donc, moi, je mettrais les Autrichiens. J'entends ton argument, mais je pense que Milan, je vois plus la République tchèque et la Macédoine passer. Ça nous emmène ensuite vers le groupe C, composé de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Lettonie et des Pays-Bas. Là aussi, un groupe... est-ce que les forces en présence sont au mieux de leur forme Logiquement, Espagne-Allemagne, aucun souci à se faire. La Lettonie et Pays-Bas, c'est quand même pas des grosses nations. Alors, Pays-Bas féminin, si, sont les championnes du monde en titre. Ouais, mais bon, masculin... Les masculins, ils n'ont jamais rien prouvé, quoi. Voilà. En vrai, j'ai regardé un peu les sélections. Je crois que j'en connais aucun des joueurs. Pays-Bas, je connais Luc Steins, parce que le petit Toulousain. Et côté letton, le seul qu'on connaît, c'est, je me suis noté le nom parce que je l'oublie tout le temps, Christo Pants, le géant du Vardar, qui a signé à Paris pour l'année prochaine. Hormis ça, je connais aucun joueur. Donc là, on est quand même sur 2 sélections qui en plus sont vraiment pas habituées des grandes compétitions, la Lettonie et les Pays-Bas. Donc déjà, se qualifier pour eux, c'est déjà une victoire. Donc à mon avis, je pense qu'ils ont pas énormément de chance d'aller chercher. Par contre, 2 poids lourds, donc l'Espagne et l'Allemagne. L'Espagne, nous on dit qu'on a des anciens. J'ai regardé, pareil, la sélection espagnole, on est proche de l'EHPAD. On retrouve la Guina Galdé, Guardiola, Raúl Entrerrios, et ça monte à 37-38 ans. On embrasse tous les anciens qui nous écoutent. Et donc là, il y a vraiment une équipe très expérimentée qui risque d'être solide et embêtante. Après, ils vont nous proposer ce que nous propose l'Espagne depuis quasiment 10 ans. Donc, c'est toujours un jeu qui est agréable à voir. Enfin, moi, que j'aime voir pratiquer. Mais qui se renouvelle pas beaucoup. Par contre, ça se renouvelle pas beaucoup. Ça va pas se renouveler là, vu la sélection. C'est mal parti. Mais ça reste une équipe vraiment solide qui peut faire des dégâts dans cette compétition, même si je les vois pas forcément aller au bout. Yann?
Oui, moi, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Michael, je suis complètement d'accord. Si ce n'est j'aurai un œil attentif sur la recrue du HBC Nantes, Adrien Figueras, qui jouera l'année prochaine notre futur pivot, qui est dans le groupe de l'Espagne. Donc il part pas numéro 1 en tant que pivot, hein, donc faut pas s'attendre non plus à le voir jouer 45 minutes par match, mais il aura sa chance parce que c'est un excellent pivot offensif. On aura forcément un œil un petit peu sur cet esprit. Ça va être intéressant de le voir. C'est un excellent pivot. Hein, surtout que pour une fois, dans l'équipe d'Espagne, on n'a pas un seul Nantais, quoi. Parce que David Balaguer n'a pas été gardé dans la sélection finale. Donc je voulais le faire avant l'enregistrement, j'ai pas eu le temps. Regardez nos archives, ça va faire un bon paquet d'années qu'il n'y a pas un seul Nantais dans l'équipe espagnole. Pas Valero qui était pas du tout dans la sélection du début, Gourbi qui est blessé. Après, on a vu les époques où on avait entre Rios et puis Maqueda. Enfin, ça fait quand même un paquet d'années qu'on avait des Nantais en équipe d'Espagne. Cette année, il n'y en aura pas. Je le regrette un petit peu. Moi, j'ai une petite pointe de tristesse, notamment pour Valero. Et puis pour Gourbi, moi j'aurais bien voulu le voir. Non, mais Gourbi, ça fait 1 an et demi qu'il joue pas. J'aurais voulu qu'il ait sa chance comme ça pour voir ce qui. Il a sa chance quand il joue, quoi. Là, il est en béquille depuis 1 an et demi. C'est surtout pour Valero. Valero, hyper performant avec le H depuis le début de saison. Il avait sa place. J'aurais aimé le voir. Je suis un peu déçu pour lui. Après, David, il revient de blessure. Bon, peut-être qu'il n'est pas encore au taquet. Et très égoïstement, je préfère qu'il se réserve pour le H et qu'il n'aille pas se claquer sur une compétition comme ça. Maintenant, on suivra cette équipe d'Espagne avec Maqueda qui fait son retour, qui a fait son retour en équipe d'Espagne. Et bon, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est toujours quelqu'un avec qui il se passe quelque chose sur le terrain, donc ça va être sympa. Je crois que sur ce groupe C, les favoris sont les mêmes pour. Un petit mot pour l'Allemagne, vite fait. Une équipe, pareil, j'ai regardé la sélection. Pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, c'est les mêmes, ça va être très solide. C'est les garçons qu'on a vus au mondial allemand l'année dernière. Dans ce qualitat, Voilà, c'est une équipe qui peut être très dangereuse et si on va dire la mayonnaise prend bien, qui peut aller très loin dans ce genre de tournoi. Bon, je crois qu'on a les deux favoris pour ce groupe C. Oui, voilà, c'est les mêmes. Il n'y a pas de surprise. Le groupe des vainqueurs, le groupe D, composé donc de la France, de la Norvège, du Portugal et de la Bosnie-Herzégovine. Oui, je suis un petit peu chauvin, vous l'aurez compris. Mais bon, clairement, là aussi, sur ce groupe, qu'est-ce que vous voulez en dire, messieurs ? Bon, la France, on en a parlé. Ce groupe-là, par contre, c'est un groupe particulièrement emmerdant. Hein. Ah oui, carrément. La Norvège, c'est pas n'importe qui. Le Portugal, ça monte de plus en plus. Ouais. La Bosnie, c'est un faible niveau. La Bosnie risque de vivre un moment difficile. Je pense que pour les Bosniens, ça va être compliqué. Ceux qui vont parier sur la Bosnie, révisez quand même votre pronostic avant, parce que. On sera content parce qu'il y a Senjamin Buric. Qui est sélectionné avec l'équipe de Bosnie, donc ça va nous faire plaisir de le voir. Après, ça peut être blessé sur peu de matchs. Ça va être compliqué pour eux. Mais France, Norvège, Portugal. C'est cool. Les derniers matchs qu'on avait fait contre le Portugal, on avait quand même particulièrement peiné. Oui. Il y a une victoire de chaque côté. Voilà. Ils étaient dans notre poule éliminatoire. Il y a une victoire de chaque côté, donc une bien moche défaite là-bas. Ils ont acquis un vrai niveau. Bien moche parce qu'ils nous l'ont rendu bien moche. Parce que bien moche parce que ils nous l'ont rendu bien moche. Après, j'attends de voir parce que le Portugal n'a plus d'expérience internationale parce qu'ils sont absents des grandes compétitions depuis un sacré paquet d'années. Il y a des jeunes, pas mal de jeunes. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent au pays aussi. Il y a très peu de. Il y en a un qui joue à Nantes, mais 95% de l'équipe sont dans les clubs portugais qui performent en Coupe d'Europe, pas de souci. Mais là, c'est quand même une grosse compétition internationale. Ça va être une autre ambiance. Il y a forcément de l'expérience qu'ils n'ont pas, et je pense que ça peut leur coûter. Après, pour nous, pour l'équipe de France, ça va être le premier match contre le Portugal. C'est quasiment le match le plus important. Il va falloir être dedans tout de suite. Il va tout de suite falloir gagner, parce que derrière c'est la Norvège, et je rappelle que ça se passe en Norvège, parce que les phases de poule se passent dans 3 pays différents. Donc on a dit l'Autriche, nous notre poule elle est en Norvège, il y a des poules aussi qui sont en Suède. Donc là les Norvégiens chez eux, et moi les Norvégiens c'est une équipe que j'apprécie particulièrement et que je classe très très beau handball dans les tout meilleurs dans les tout meilleurs de cette compétition. C'est un très beau jeu. Et je suis pas sûr du tout qu'on aura les moyens d'aller gagner contre les Norvégiens chez eux dans cette phase de poule. Ça serait très dur, ce sera un exploit. Donc le match, pas forcément, mais ce sera compliqué. Ça sera une grosse performance si on va chercher la victoire contre eux. Le match contre le Portugal, il est juste essentiel si on veut pas se mettre dans la merde. Oui, ça, on est d'accord. Bon. On est d'accord pour les. Enfin, non, d'ailleurs, concernant les pronostics de ce groupe D,
Vous voyez qui sortir, Mika, de ton côté? Moi, je vois pas comment la Norvège ne sortirait pas de ce groupe. Comme je l'ai dit, je les vois vraiment très haut dans cette compétition. Notamment chez eux. Déjà leur poule elle est chez eux, ça se passe chez eux, et puis cette équipe on la voit grandir depuis 4-5 ans. Ça avait commencé sur un Euro, ils étaient arrivés toute une bande de gamins venus de nulle part, ils avaient fini 4e et c'était en 2016, et 4 ans plus tard ils ont 2 finales, ils sont double vice-champion du monde en titre, ils restent sur 2 finales de mondial. Voilà, ils commencent à avoir de l'expérience, ils ont tous grandi, on le voit notamment avec un garçon comme Sagosen qui progresse d'année en année et qui est en train de s'installer comme un des tout meilleurs joueurs au monde. Donc cette équipe norvégienne, en plus comme tu l'as dit, c'est un très très beau handball. Moi j'adore les voir. Il y a le côté scandinave très sérieux, mais ils ont aussi ce côté un peu plus fantasque, un peu plus joueur qu'ont pas les Danois par exemple, et c'est pour ça que je préfère voir les Norvégiens jouer que les Danois. Avec ce petit sourire en coin quand ils arrivent à t'en mettre une belle. Voilà, et ils ont vraiment des très beaux joueurs. Si vous aimez le handball, je vous conseille vraiment de regarder les matchs de la Norvège et pas que simplement le Norvège-France. Et donc moi, les Norvégiens vont passer, et puis j'espère quand même aussi qu'on va passer, qu'on va battre les Portugais et qu'on va passer pour le deuxième tour. Yann? Oui, je suis d'accord avec Mika. Je pense que la France et la Norvège passeront ce groupe-là. Je ferai juste une petite parenthèse sur la Norvège qui va quand même peiner au poste de pivot avec l'absence de Bjarte Myrhol, qui est sans doute l'un des tout meilleurs pivots mondiaux, malgré ses 38 ans. Mais malheureusement, il ne sera pas de la compétition, parce qu'il a quelques soucis. Il doit à nouveau repartir à l'hôpital. C'est dommage pour eux, c'est dommage pour nous, parce que moi j'adore voir ce joueur-là. Qui est hyper spectaculaire. On l'avait rencontré contre il joue à Skjern, non ? Skjern, c'est ça. Et donc ça par contre ça peut leur faire du tort, peut leur faire, effectivement, ça peut vraiment leur faire du tort. C'est vrai que s'il y a une équipe bonus avec tous les blessés, les meilleurs blessés de chaque équipe, il y avait de quoi faire une très très belle équipe. Ouais, c'est un petit peu le cas à chaque compétition. Il y a toujours, logiquement, mais c'est toujours pareil, hein, il faut être sérieux. La France et la Norvège devraient sortir du groupe. Après, si c'était pas le cas avec le Portugal y était, je serais pas aussi surpris que ça. C'est-à-dire que le Portugal jouerait vraiment sérieusement à leur juste niveau. Après, tu parlais des blessés. Côté portugais, il manque du Arte, Montpellierin, et ça va vraiment leur coûter cher aussi. Et en fait, un petit peu sur ce que tu disais, je suis un peu déçu que les Portugais tombent dans cette poule. Quand on voit certaines poules qui sont quand même un peu plus faciles, on va revenir, juste sur le groupe de la Macédoine par exemple, j'aurais préféré voir les Portugais dans une poule comme ça, avec une possibilité de se qualifier pour le tour principal. Là, Norvège-France, quand tu te ramasses c'est quand même dur. Donc je suis un peu déçu pour les Portugais. J'aurais aimé les voir. Je dis pas qu'ils vont se faire éliminer, mais bon, ils sont quand même pas favoris. Ça va être très compliqué. J'aurais préféré les voir dans une poule un peu plus simple, et pour espérer les voir au deuxième tour. Là, je pense pas que ça sera le cas, mais peut-être que ça le sera. En tout cas, j'espère vraiment que l'équipe de France y sera au deuxième tour. Bon, c'est mon avis. Également, de mon côté, je pense que la France et la Norvège sortiront de ce groupe D. Le groupe E maintenant, là encore, un groupe compliqué avec le Danemark, la Hongrie, l'Islande et la Russie. Qu'est-ce que... Bon, le Danemark... Un grand favori Danemark. De très loin. De très loin. Ils ont une marche sur les trois autres. Après, sur les trois autres équipes, Hongrie, Islande, Russie... moi je mettrais une petite piécette sur l'Islande. En fait, c'est pour ça que j'aime bien cette poule, parce que je pense que le Danemark va se balader sur les 3 matchs, parce qu'ils sont vraiment au-dessus. Par contre, derrière, la lutte pour la deuxième place va être hyper intéressante, parce que là, on a quand même 3 équipes qui se tiennent. Parce que l'Islande et la Russie ne sont plus les équipes qu'elles ont été, qui sont des très bonnes équipes, mais c'est plus les très très hautes équipes. C'est leur côté viking. Moi, l'Islande, je trouve qu'il y a un côté... Mais moi, j'avoue que j'aime beaucoup l'Islande aussi, parce qu'il y a vraiment de mes joueurs préférés du monde du handball, qui est Palmarsson, le barcelonais, que je trouve incroyable à avoir joué. Franchement, là, c'est pareil. Je pense qu'il y a beaucoup qui nous écoutent, qui connaissent ce joueur. Mais si vous avez l'occasion de suivre un petit peu cet Euro et d'aller voir des matchs des Islandais pour voir ce garçon jouer, il est absolument exceptionnel. J'aimerais bien que l'Islande passe aussi. Les Russes sont quand même bien en dessous, et puis ils ont quand même fait la grosse connerie de pas sélectionner Komogorov. Donc ça va vraiment leur
Donc je pense qu'ils vont le payer très cher et j'espère que les Russes vont finir à 3 défaites pour cet affront pour Vitaly. Voilà. Ouais. Alors, moi j'ai une petite question parce que je suis pas au courant de tout non plus sur cette poule-là. Est-ce que vous savez si Rudi Faluvegi a été sélectionné avec la Hongrie? Alors, honnêtement, j'ai regardé toutes les sélections, je l'ai pas vu, mais je me suis pas beaucoup attaché sur la. Attends, je vais regarder, je l'ai là. Je vais te dire ça. Comme quoi c'est vraiment en direct puisqu'on est en train de tapoter sur un ordi. en direct. Tout à fait. On tient à vérifier comme certaines informations et ne pas vous raconter n'importe quoi. Mais effectivement, c'est une information à prendre en compte. Il n'y est pas. Ouais, voilà. Bon. Voilà, il n'y est pas. Hyper surprenant, mais ça m'aurait fait plaisir. C'est un joueur que j'ai toujours beaucoup estimé en fait. Oui, qui malheureusement a pas pu briller autant qu'il aurait pu chez nous parce qu'il était embêté par des blessures. Ouais, je pense que ces blessures l'ont vraiment tombé. Mais c'était un super mec. Ça a l'air d'être un bon mec. Ouais, c'était vraiment un bon mec et puis c'est toujours un bon mec. Hein. Et puis c'était un joueur qui était vraiment très correct avant sa blessure. Donc voilà, c'est juste la petite question. Bon, les favoris de ce groupe, messieurs, il y en a un, je crois que c'est évident pour nous trois. Oui, bon, Danemark. Et sur le deuxième. Bon, moi je mettrais l'Islande parce que pour Palmarsson, mais l'Islande aussi de mon côté. Bon, on a les mêmes favoris. Bon, et le dernier groupe de cet Euro, composé donc de la Suède, de la Slovénie, de la Suisse et de la Pologne. Alors, donc cette poule, elle sera jouée en Suède. Ouais. D'ailleurs, les Suédois, s'ils vont au bout, pourront jouer l'intégralité de la compétition chez eux, puisque la poule, là il y a 6 poules, donc qui sont jouées dans 3 pays, Autriche, Norvège, Suède, et après il y aura 2 poules, une en Autriche et une en Suède, et le Final Four, on va dire des 4 derniers pour demi-finale finale, sera joué en Suède. Donc c'est-à-dire que la Suède a vraiment la possibilité de jouer l'intégralité de sa compétition à domicile. Ce qui vraiment va les mettre les motiver. On a vu les Danois l'an dernier au mondial qui étaient survoltés de jouer à domicile. La Suède a plus rien gagné depuis un moment. Et la Suède a une superbe équipe avec plein de joueurs hyper intéressants. Qu'est-ce que c'est plaisant à voir jouer en plus. Une super équipe à voir jouer, toujours le jeu scandinave avec encore un petit grain de folie en plus que les Danois ont pas, parce que les Danois ça marche un peu comme Terminator quoi, c'est un gros robot. Alors c'est hyper efficace, rien à dire, c'est une machine à tuer. Mais c'est pas Jet Li quoi, il y a pas de voilà, il y a le petit côté un peu plus intéressant que j'ai dit pour la Norvège, on le retrouve aussi un peu sur la Suède. Donc ça risque d'être super à voir jouer, des salles pleines parce que les Suédois adorent le handball. Donc il va y avoir une belle ambiance. Donc c'est pareil, les matchs de la Suède à suivre je pense de près parce que ça va être super intéressant. Effectivement pour la Suède, puis il y a des différences dans les capacités des salles. Alors je sais bien que ça peut pas forcément évoquer quelque chose, mais sur la salle de Stockholm, on est quand même sur une capacité de 33 000 spectateurs. C'est une autre ambiance que dans la salle de Graz qui contient 6 000 personnes. Hein, donc quand ça pousse derrière. Ouais, mais tu peux pas. C'est difficile de comparer à l'Autriche qui est pas un vrai pays de handball, où en plus les Autrichiens ont très peu de chances d'aller, aucune chance d'aller au bout. En termes d'ambiance, peut-être que ça va. Là, la Suède, ils ont les moyens d'y aller, quoi. C'est ça, c'est la capacité de la salle, ça veut pas dire grand-chose. Quand on joue les matchs à Bercy, on l'a vu avec un public parisien qui est complètement néophyte au niveau du handball, c'est méchant mais c'est quand même une réalité. On l'a notamment vu quand il y avait eu l'Euro féminin en France. Les mecs, je suis désolé, à Paris c'est grand mais ça bouge pas. Là 33 000 spectateurs, forcément à Stockholm ça sera présent étant donné l'engouement des spectateurs suédois pour le handball. Mais la capacité, ça veut rien dire. C'est surtout l'engouement, comme tu disais, l'Autriche, c'est pas un pays de handball de haut niveau, avec un public qui suit. Quoi. Mais là, c'est vrai que rien que pour ça, le Final Four à Stockholm, 33 000 personnes, on aimerait bien voir les Suédois, parce que d'un point de vue ambiance, ça risque d'être sympa à suivre. Après, la Suède et la France, une finale France-Suède, par exemple, devant 33 000 Suédois déchaînés, ça pourrait être super sympa. En termes d'ambiance, ça ferait le boulot. Bon, les favoris, on les a sur ce groupe F. La Suède, ça paraît évident pour nous trois. Pour moi, la Suède est évidente, oui. Après, la Slovénie qui a un beau potentiel d'équipe. Il y a notre joueur Rokovnicek qui est dans le groupe des 18. Le sélectionneur slovène a fait pareil que Didier Dinard en emmenant 18 joueurs
jusqu'à la veille de la compétition. Donc voilà, il y a une belle équipe slovène qui est revancharde parce qu'ils avaient, à la grande surprise, ils n'avaient pas réussi à se qualifier pour le dernier mondial. Ouais, alors qu'au précédent, en France, ils avaient terminé 3e. Ils avaient terminé 3e, donc c'est vrai que c'est une nation qui s'était positionnée sur l'échiquier du handball mondial. Et puis, d'un coup d'un seul, ils ont disparu. Ne pas réussir à se qualifier pour une équipe comme ça, c'était quand même assez incroyable. Donc là, ils sont de retour. Il y a des sacrés joueurs. Il y a des très beaux joueurs. Vitka Vtichnik, le capitaine, Jure Dolenech, même Rakovnicek, qui est un excellent défenseur. Qui est un bon joueur. Il y a plein de bons joueurs. C'est toujours une équipe qui est intéressante et sympa à voir jouer. Donc, moi je les mettrais quand même assez favoris pour prendre la 2e place. La Suisse qui va sans doute terminer dernière de ce groupe-là. Alors, j'en suis pas sûr du tout, parce qu'en fait, la Pologne est plus du tout ce qu'ils étaient, parce que les Polonais, un peu, c'est pareil, si on revient ça a bien dégringolé. 5-6 ans en arrière, ils faisaient des demi-finales de mondial. Ils ont complètement dégringolé, sauf qu'eux, ils ont bien du mal à se remonter. Donc là, ils sont présents dans cette compétition parce que l'Euro se joue à 24, mais si on était resté sur un Euro à 16, les Polonais y étaient pas. Donc pour moi, les Polonais vont finir dernier parce que la Suisse a une équipe assez sympa avec un joueur qui est quand même énorme, c'est Andy Schmidt. Ouais. On le connaît, il a joué à Rhein-Neckar, on l'a affronté plusieurs fois ces dernières années. Tout meilleur demi-centre. Qui a un demi-centre monstrueux. Ouais. Je suis hyper content qu'il puisse jouer une grande compétition internationale parce que malheureusement en tant que Suisse, il a pas eu l'occasion d'en disputer beaucoup. Heureusement qu'ils sont 24 aussi pour eux, parce que. Ouais. Alors oui, après, le niveau de la Suisse a pas mal monté. J'ai regardé leurs résultats. Ils ont quand même quelques résultats, notamment matchs amicaux, matchs de préparation, assez intéressants. Je pense pas que ça soit suffisant pour passer la Slovénie et pour aller au tour principal. Maintenant, je pense qu'ils battront les Polonais. Yann ? Oui, je suis complètement d'accord. Suède-Slovénie favori. Pour les derniers, je pense que la Suisse a un petit avantage sur la Pologne également. Bon, messieurs, on a fait le tour de ces groupes. Est-ce que vous sentez la compétition comment alors ça nous emmène effectivement sur le sondage qui était présenté dans le groupe cette semaine. La question c'était parce que votre avis compte. Donc l'Euro de hand débute donc la semaine prochaine et on vous demandait quel était le favori de la compétition. Vous êtes une grande majorité à nous dire que vous voyez la France finir en tête de cet Euro, suivi du Danemark, de l'Espagne, de la Norvège et enfin pour terminer le classement, Allemagne, Croatie. Il y a un gars qui a répondu à la Croatie, je sais pas qui c'est. Encore un gars alcoolisé. Ça. Vous pourrez retourner dans le groupe H Family pour voir qui est cette personne. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat, messieurs ? Que les Français, supporters nantais, mais grande majorité de Français choisissent la France en tant que favori, il n'y a pas une grande surprise. Je vais pas dire les vrais amoureux, parce que d'autres sont aussi amoureux de handball, mais ceux qui sont un peu plus objectifs et qui ont misé sur le Danemark, c'est dur. C'est aussi tout à fait logique. Oui, il y a un imbécile qui a dit la Croatie, c'est moi. J'ai pas dit un imbécile. C'est moi, mais comme en fait les Français qui ont choisi la France, parce que voilà, c'est. Après, je suis lucide, j'ai mis Croatie, je sais très bien que la Croatie a peu de chances de remporter le titre européen. Je l'ai plus fait par amusement. Si moi j'avais dû choisir, je pense que le Danemark, oui, est le favori de la compétition. Après, sur un match, on l'a vu, même si c'était que de la Golden League, que ce soit la France, que ce soit la Norvège, même l'Espagne, s'ils jouent vraiment leur niveau avec le jeu espagnol, qui est très difficile à contrer, ils peuvent ennuyer du monde. Ils sont champions d'Europe jusqu'à présent, l'Espagne. Ils sont toujours champions d'Europe en titre, tant que la compétition n'est pas commencée. Donc oui, c'est les réponses des internautes sont complètement logiques. France, au niveau des équipes. Français, ouais, voilà. Danemark, parce que Danemark, c'est quand même le champion du monde en titre. Champion du monde, champion olympique en titre. C'est clairement la meilleure équipe du monde en ce moment. C'est les grands favoris. Après, voilà, on sait que sur une compétition comme celle-ci, il y a des équipes qui sont capables de les mettre en difficulté. La France en fait partie, la Norvège, la Suède en font partie également, l'Espagne, comme tu l'as dit, pourquoi pas l'Allemagne, même si j'y crois un peu moins. Donc oui, mais les Danois sont favoris, et puis derrière, je dirais, il y a cette meute de 5-6 équipes qui peut très bien les faire tomber sur un match. Tout est possible. Donc oui, le Danemark grand favori.
Après, bon, le niveau de la France, il est élevé. Il y a pas mal de chauvinisme, je pense. Après, il y a Moi, aussi le premier, clairement. le chauvinisme. Après, il y a les gens sont objectifs aussi, le niveau. Franchement, le niveau de la France. Mais oui, on peut le faire, tout à fait. Très clairement. Donc, moi, si je devais me prononcer, je dirais que la Norvège. La Norvège, ils tournent autour quand même des grandes compétitions depuis 4-5 ans. Je pense que ce groupe arrive à maturité. Et la Norvège ou peut-être la Suède à domicile, boosté par le public. Les Suédois vice-champions d'Europe en titre, ils étaient en finale il y a 2 ans. Donc en tout cas j'espère qu'on va avoir une belle compétition. Il y a plein de belles équipes, il y a plein de possibilités, il va y avoir plein de grosses confrontations hyper intéressantes, et donc ça va être passionnant à suivre. Bon messieurs, je crois qu'on a terminé pour cette page Euro. On va terminer avec notre club de cœur, à savoir le HBC Nantes. Et puis l'actualité quand même du H qui se poursuit durant cette période de trêve, mais avec notamment la signature de Julien Lemonet à Limoges. Qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne chose pour Julien Lemonet, étant donné le peu de temps de jeu qu'il a au H depuis son arrivée, pas que cette saison. Limoges a un vrai projet de très bon club de Star League. Ça fait plusieurs années maintenant alors ils le font plus intelligemment, ils prennent le temps. Là, ils sont leaders de Pro League. Il y a des chances qu'ils montent s'ils font pas les imbéciles, mais ils devraient monter. Au vu de la première partie de saison, ils s'annoncent quand même comme les gros favoris. Recruter Julien Lemonet, ils ont aussi recruté l'arrière-gauche Lindel d'Arendal qu'on a rencontré et qui nous a... Gros client. Qui nous a mis toutes les difficultés du monde durant les 2 matchs qu'on a joué contre Arendal. Le H était sur ce jour-là aussi en plus. C'est pas... Donc non, c'est une très bonne chose pour Limoges. Je pense que c'est aussi une très bonne chose pour le H. Je veux pas être méchant parce que c'est pas ça, mais je considère que Julien Lemonet n'a pas le niveau d'une équipe qui vise les 2-3 premières places de Lidl Star League. C'est un excellent joueur, mais pas à ce niveau-là. Quand il était à Dunkerque et que Dunkerque était champion de France, c'était le numéro 2. Il est arrivé à Nantes, c'est le numéro 2. Et c'est son niveau, et c'est pas honteux de l'affirmer. Voilà. Donc c'est une bonne chose, et puis ça laissera de la place pour le petit Damatrin. Oui, voilà. Après, le plan de carrière, il était un petit peu dessiné comme ça. Ouais, voilà. Lemonet n'avait pas été prolongé plus qu'une année parce que c'était un petit peu tôt pour faire rentrer Baptiste dans le groupe pro. Donc là, voilà, l'année se termine. On peut pas dire que il est laissé une empreinte indélébile, Julien Lemonet, dans le club. Maintenant, voilà, c'est un remplaçant qui a fait le boulot et qui a toujours été hyper pro, Voilà, je suis très content pour lui aussi qu'il ait retrouvé un club qui, je lui souhaite, va jouer en Star League l'année prochaine. Et qui va lui donner du temps de jeu. Qui va certainement lui donner du temps de jeu. C'est en plus c'est un club, comme tu l'as dit, Limoges, qui va normalement monter en Star League, qui est novice à ce niveau-là, et donc un gars comme Lemonet qui a beaucoup d'expérience, il va pouvoir forcément apporter un club comme ça. Donc je pense que ça va être intéressant pour lui. Il va avoir un statut certainement beaucoup plus important qu'il a au H actuellement, et puis voilà, pour nous passer à autre chose, c'est bien. Voilà, ça fait Damatrin, on en parle très régulièrement. Il fait partie de ces garçons qu'on suit très attentivement dans la N1. C'est très bien, enfin si c'est le plan, a priori c'est le plan, ça n'a pas été validé par le club, mais le plan c'est de le faire monter en doublure de Valero. Moi je trouve que ça serait une excellente idée, et j'espère que ça va se faire comme ça. J'espère que le club va nous le confirmer, mais bon vent. Enfin, il a encore une demi-saison à faire avec nous, Julien, mais bon vent à lui, avec un petit peu d'avance. En connaissant le professionnalisme du gars, demi-saison il va la faire. C'est pas... Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il va la faire s'il joue, parce que les bouts de match qu'on lui donnera à jouer. Voilà, c'est ça, c'est plus compliqué. Si Damatrin est revenu de blessure et ne joue pas à sa place, car ça aussi c'est une possibilité. Et exactement. Après, le départ des Lemonet va quand même rendre des gens tristes. Je juste faire une petite dédicace à Jimmy, qui est très fan de Julien Lemonet et qui m'a déjà communiqué qu'il était particulièrement triste de son départ. Donc voilà, mon petit Jimmy, je pense à toi sur ce départ de Julien.
Bon, messieurs, je crois qu'on est arrivé au... Et l'actu, c'est que le club a repris aujourd'hui. Ah, la reprise de l'entraînement. La reprise de l'entraînement, c'était aujourd'hui, c'était la fin des fêtes de fin d'année et qu'il fallait se remettre au boulot. Et même si on a quelques internationaux qui vont participer à l'Euro, les autres, il faut bien qu'ils... Mais on en a pas tant que ça, du coup, et donc il va y avoir quand même un groupe très important pour travailler. Ouais. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Les autres années, on a plus de joueurs quand même qui sont partis. C'est ça. Là, il y a quand même moins de joueurs, donc c'est-à-dire qu'on a un groupe plus important du côté de Nantes pour bosser pour la deuxième partie de saison, et c'est pas plus mal parce que il y a des échéances qui nous attendent. Très très beaux objectifs qui nous attendent, avec un mois de février qui est juste le Noël des supporters du H, quoi. J'ai regardé, il y a 6 matchs à domicile au mois de février, donc c'est Noël 2 mois après. Ça va être impeccable. Juste un dernier mot, il va y avoir un match le 17 janvier, j'ai oublié dans quelle ville, à Redon. À Redon, voilà. Un match amical contre le Bidasoa Irún, le club espagnol, donc qui est 2 ou 3e en Liga en ce moment, qui joue la Ligue des Champions, qui est un très bon club, qui joue très bien au handball. Donc ça sera le 17 janvier à Redon. Allez-y, n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse de voir le HBC Nantes jouer pendant cette trêve internationale. Messieurs, merci beaucoup pour cette première émission dont on refait l'Euro. Un peu longue, hein. Un peu longue, effectivement. Ouais, mais bon, il y avait plein de choses à dire. Toutes les forces en présence, et puis effectivement, on sera plus concis sur les prochaines, mais bon, là, effectivement, il y avait un programme particulièrement chargé. Merci beaucoup, à très vite pour les prochains résultats. La semaine prochaine, et on débriefera les résultats du premier tour, et puis on introduira le deuxième tour. Bon. Merci Yann, merci Mika, et très bonne écoute à vous. Merci à tous. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.